je crois qu'il est là. Bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce troisième webinaire que nous organisons donc au sein des Hospices Civils de Lyon dans le cadre de la semaine de la dénutrition, de la semaine nationale de lutte contre la dénutrition, on pourrait dire. L'idée, c'est de sensibiliser l'ensemble des soignants, l'ensemble des patients, l'ensemble de la communauté qui gravite autour des Hospices Civils de Lyon à cette thématique de la dénutrition et de la prise en charge nutritionnelle. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir le docteur Diana Cardenas, qui a une expertise reconnue dans le domaine de l'éthique et de la nutrition, et à qui on a demandé de nous parler justement du droit du patient aux soins nutritionnels et de la déclaration de Vienne, mais je ne vais surtout pas brûler les étapes et lui laisser l'occasion de détailler ce point-là. Madame Cardenas, je vous laisse la parole. Sur les droits aux soins nutritionnels comme un outil dans la lutte contre la dénutrition. Donc, tout d'abord, un bref rappel sur ce qu'est la dénutrition. On est dénutri quand on ne mange pas assez par rapport à ses besoins et parfois même sans se rendre compte. Certaines maladies, comme par exemple les cancers, peuvent entraîner une dénutrition et la dénutrition va avoir un impact direct sur la maladie. Par exemple, dans la diminution de l'efficacité des traitements, dans l'augmentation de leur toxicité, dans l'augmentation des risques de complications post-opératoires, dans l'augmentation de la durée des séjours hospitaliers et des coûts thérapeutiques. Nous savons que la dénutrition est un problème de santé publique en France parce qu'elle concerne plus de 2 millions de personnes. Et la dénutrition, elle tue en silence parce qu'elle est peu ou mal dépistée et en conséquence, elle est non ou mal traitée dans beaucoup de cas. Donc, quoi faire devant cette problématique? Comment promouvoir justement l'accès aux soins nutritionnels en France? Cela implique réaliser un bon dépistage de la dénutrition, pouvoir diagnostiquer cette maladie, pouvoir la traiter et pouvoir mettre en place un suivi du diagnostic et de la prise en charge. Donc, cette prise en charge peut se faire par une adaptation de l'alimentation, par des compléments nutritionnels, par une nutrition artificielle, par une voie parentérale ou une voie entérale, en utilisant soit des veines, soit l'intestin. Donc, quoi faire pour justement pouvoir valoriser et promouvoir les soins nutritionnels en France? Cela peut passer par une valorisation dans les politiques de santé publique, donc les PNNS en France. Et dans ces cadres-là, une approche fondée sur le droit de l'homme s'avère intéressante et pertinente. Et c'est là pour deux raisons principales. Tout d'abord, cette approche va permettre une démarche centrée sur les patients. Et deuxièmement, parce que cette démarche va permettre de combler l'écart entre les scientifiques et les décideurs politiques, ceux qui font les lois. Donc, nous avons défini l'accès aux soins nutritionnels comme un droit humain qui est lié au droit à l'alimentation et au droit à la santé, deux droits qui sont reconnus au niveau international. Donc, ces droits aux soins nutritionnels permettraient à la personne de bénéficier d'un dépistage et un diagnostic de la maladie de nutrition, à la traiter, comme on a vu, par une voie naturelle ou par une voie artificielle, et à faire un suivi du diagnostic et du traitement. Il ne s'agit pas, dans aucun cas, de promouvoir l'alimentation à tout prix et dans toutes circonstances. Au contraire, ces droits impliqueraient qu'on prenne la meilleure décision pour ces malades, et cela implique souvent ne pas nourrir ou arrêter une nutrition. Donc, je répète, c'est très important de concevoir ces droits comme un droit qui est lié au droit à l'alimentation et au droit à la santé. Donc, si on définit l'accès aux soins nutritionnels comme un droit humain, on devrait pouvoir le définir comme on peut définir n'importe quel autre droit humain. Et cela passe par l'identification d'un fondement de ces droits, d'un champ précis d'application et d'identifier les porteurs d'obligations et de devoirs. Donc, tout d'abord, sur le fondement des droits de l'homme, c'est le respect de la dignité humaine. Et c'est là très important, lorsqu'on nourrit la personne malade, on doit le faire dans le respect de sa dignité. Et la dignité n'est pas un valeur abstrait. La dignité, c'est une valeur intrinsèque que nous avons tous les humains. Donc, nous, on doit alimenter, nourrir la personne malade en respectant sa dignité. On est capable d'identifier et reconnaître la diversité
qu'il y a dans le monde, lorsqu'on peut privilégier et reconnaître les préférences individuelles, l'aspect culturel et symbolique intrinsèque lié à la nutrition, et c'est la même si elle est artificielle. Un champ d'application précis, c'est la passe par savoir que ces droits aux soins nutritionnels impliquent donc, comme je l'ai déjà dit, le dépistage et le diagnostic de la maladie, la prise en charge nutritionnelle et les suivis de l'état nutritionnel et de la prise en charge. Et enfin, les porteurs d'obligations et de devoirs, nous savons donc que c'est la passe, donc ces droits, concevoir ces droits a des implications pour tous. Donc, tout d'abord pour les patients, les soignants, les praticiens, les sociétés savantes et les gouvernements. Donc, nous sommes tous concernés. Tout d'abord, les patients. Les patients ont le droit de bénéficier du dépistage et du diagnostic de la dénutrition et d'un traitement adapté et de manière individualisée. Les soignants et nos praticiens, on a le devoir d'assurer une prise en charge de la dénutrition dans le respect de cette dignité. Et cela implique une exigence éthique. Cela implique que nous tenons compte, de tenir compte de tous les principes de la bioéthique lorsque nous allons nourrir la personne malade. Les sociétés savantes donc, ont le devoir de promouvoir les soins nutritionnels comme un droit de l'homme, un droit humain. Et c'est ce que nous, on fait ici. On est en train de parler à ces sujets. Et c'est ce qui a été fait aussi lors du dernier congrès de la Société européenne ESPEN dans la ville de Vienne en septembre dernier. 75 sociétés au niveau international ont s'est mis d'accord pour signer un document, la Déclaration internationale sur les droits aux patients aux soins nutritionnels. Et ce document a été signé donc, dans la ville de Vienne lors du congrès européen en septembre. Et ce document, c'est un document qui est non contraignant, mais qui implique un compromis moral très important. À travers ces documents, nous allons définir une vision et des principes communs pour la mise en œuvre du droit aux soins nutritionnels. Et il faut savoir donc, que ces documents donc, est fondé sur des instruments internationaux des droits de l'homme et de la bioéthique. Donc, les objectifs de ce document, de cette déclaration internationale, est de promouvoir le respect de la dignité humaine à travers les soins nutritionnels. Comme je l'ai déjà dit, nous pouvons le faire tous les jours lorsque nous alimentons la personne si on reconnaît, on est capable de reconnaître la symbolique et l'aspect culturel de l'alimentation, entre autres. Le deuxième objectif, c'est de définir des valeurs, des objectifs et 5 principes fondamentaux. Et en dernier, sensibiliser sur la dénutrition. Donc, quels sont ces 5 principes? Ces 5 principes de cette déclaration concernent donc tout d'abord les politiques publiques. On considère donc que les politiques publiques en santé en France devraient plus inclure la problématique de la dénutrition. Et donc, ces politiques doivent être fondées sur une approche fondée sur les droits de l'homme. Le deuxième principe concerne donc l'éducation et la recherche comme un fondament, comme un principe essentiel pour promouvoir une reconnaissance de cette maladie, la dénutrition. Un principe éthique, des principes éthiques qui doivent donc, être promus au sein de la pratique de la nutrition clinique. Quatrième principe qui concerne la culture institutionnelle, et c'est la passe par donc, promouvoir la valorisation de la dénutrition dans les hôpitaux et dans tous les moments du soin. Et enfin, un 5e principe sur l'éducation et l'autonomisation du patient comme un axe fondamental pour pouvoir s'assurer le respect de ses droits aux soins nutritionnels. Donc, ce sont 5 principes qui sont la base de cette déclaration et toutes les sociétés qui ont signé donc, compromis moral cette déclaration internationale, on doit pouvoir promouvoir ces 5 principes au sein de leurs diverses activités. Donc, si vous voulez connaître plus sur cette déclaration, vous pouvez accéder de manière libre dans la page de la Société européenne de nutrition clinique ESPEN. Merci beaucoup. Je vous remercie, Madame Cardenas, pour cette intervention très intéressante. Tous les auditeurs du webinaire sont libres de poser des questions dans le chat, n'hésitez pas. Si vous êtes d'accord, j'avais plusieurs questions à vous poser suite à votre présentation. La première chose, peut-être pour préciser, les signataires de cette
accord de Vienne. Donc, on a compris que c'était les sociétés savantes présentes à ce congrès de l'ESPEN. Est-ce que, en définitive, c'est toutes les sociétés européennes? Et ma question au-delà, est-ce que c'est aussi repris en compte ou déjà pris en compte par des institutions plus larges encore, type OMS? Ou est-ce que, par exemple, les sociétés américaines s'intéressent à cette question, le font en parallèle, le font en complément ou signeraient un peu la même charte? Alors, c'est une très bonne question, très pertinente. Il faut savoir que le document, il a été donc rédigé au sein d'un groupe international que nous avons créé il y a 2 ans pour justement réfléchir à la question. Donc, nous, on a proposé ce document qui a été lu à l'intérieur des 4 sociétés principales, donc la société américaine Aspen, Aspen européenne, l'asiatique Pensa et la latino-américaine Felampe. Donc, il a été révisé et puis revu de manière générale pour avoir une version définitive. Et ensuite, il a été distribué à toutes les sociétés qui faisaient partie de ces 4 grandes sociétés. On est arrivé à toucher 76 et 75 sociétés ont accepté de signer. Il y a juste un pays qui n'a pas voulu, la Russie. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas de réponse. On n'a jamais su pourquoi ils ne voulaient pas. Après, toutes les sociétés, vraiment 75, je pense que ce sont tous les sociétés qui existent en ce moment, qui ont signé. Oui, donc il y a une vraie dimension internationale. Enfin, c'est moi qui fais une erreur en disant que c'était européen, donc c'est international à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, vraiment, on a touché toutes les sociétés. En Afrique, il y a très peu, mais il y a la société d'Afrique du Sud, West Africa, une petite société en Nigeria. On a touché vraiment tous les continents, tous les pays, toutes les sociétés connues en nutrition clinique. Après, il a eu déjà, bon, ça fait que 2 mois, et on a déjà beaucoup de progrès parce qu'on est en train de développer un action plan, un programme d'implémentation avec l'ESPEN. Et par exemple, l'IFAD, c'est la Fédération européenne des diététiciennes, ils ont créé leur propre document qui sont appelés une résolution qui a été signée à Budapest, si je ne me trompe pas. Et dans cette résolution, ils se sont mis d'accord pour que les diététiciennes, donc les sociétés des diététiciennes de toute l'Europe, puissent travailler dans le même sens. Donc, ouais, c'est déjà une avancée pour une discipline concrète. Après, comme tu l'as dit, on aimerait que ça soit repris par l'OMS, évidemment, c'est notre intérêt. On avait eu à la signature, donc la présence d'un représentant de l'OMS, et ils sont maintenant intéressés. ESPEN, il fait partie maintenant de l'OMS comme un acteur non étatique, donc non gouvernemental. Donc, on est de plus en plus écoutés. Donc, c'est un premier pas. Et on planifie déjà cette action plan, le programme d'implémentation, et on souhaite intégrer déjà donc la société, donc l'OMS, mais Europe. Il faut savoir que l'OMS fonctionne par région. Donc les latino-américains, ils sont en train de faire la même chose. Lundi prochain, ils ont un rendez-vous avec le président de l'OEPS, l'organisation panaméricaine de l'OMS. Donc, il faut que ça se fasse de manière régionale pour après avoir un vrai impact au niveau OMS. On a aussi accédé au directeur général de l'alimentation pour l'OMS, mais ça, c'est en cours. Je pourrais vous dire peut-être après plus, mais c'est l'idéal. Et entre autres, juste pour terminer sur cette question, c'est qu'on souhaite que la dénutrition soit mieux reconnue dans la classification internationale des maladies, mieux que ce qu'il est actuellement. Très bien. En termes de levier d'action, donc là, j'ai vu que c'est le Action Plan, c'est le plan de déploiement de ces principes. Donc, au sein des institutions, on imagine qu'effectivement, c'est peut-être un peu plus simple. Est-ce que vous avez des liens au niveau national? Enfin, est-ce que c'est un des objectifs pour faire pression ou en tout cas sensibiliser aussi les gouvernances de chaque pays à l'importance de développer et de donner les moyens de déployer ces projets-là d'évaluation nutritionnelle et de suivi nutritionnel? La première tool, le premier outil qu'on va développer de cette action plan, c'est ce qu'on appelle un policy brief. Alors, la traduction en français, c'est comme un résumé de politique. En fait, c'est un document très simple qui va permettre de traduire notre langage technique à un langage qui va être compris par les policy makers, parce qu'ils font les lois et les politiques. Donc, c'est policy brief, c'est résumé de politique, c'est documents très succincts, va être la première outil. Et nous sommes déjà en train de travailler sur cela. Après, en France, moi, je suis en collaboration avec les collectifs de la lutte contre la dénutrition. Lors du démarrage de cette semaine aux Journées francophones, j'ai pu présenter donc, cette problématique. Et l'idée, c'est, voilà, avec ces types d'outils, pouvoir faire vraiment un impact au niveau
des lois et des politiques. Je regarde dans le chat, je ne vois pas de questions pour l'instant, donc je vais continuer, parce que j'en ai beaucoup. À l'hôpital, on a vu il y a quelques années en arrière se déployer les chartes de lutte contre la douleur et de soins contre la douleur, avec un engagement des institutions pour faire de la lutte contre la douleur une priorité. Est-ce que c'est un peu l'objectif que vous visez pour la nutrition? Est-ce que c'est enfin, un copier-coller, c'est pas le bon terme, mais est-ce que c'est le même genre de plan d'action, le même genre de trame qui sous-tendent la prise en charge de la dénutrition, de la prise en charge de la douleur Oui, tout à fait. En fait, c'est le cinquième principe, c'est l'empowerment des patients, c'est pouvoir les aider dans l'éducation thérapeutique, qu'ils prennent leurs propres décisions, mais il faut aussi qu'ils sachent qu'ils peuvent avoir accès au diagnostic de la maladie et au traitement. Même si la dénutrition fait pas mal, on devrait pouvoir avoir accès au moins au dépistage des risques et avoir un diagnostic et un traitement qui suit. Donc, l'idée, c'est de créer une charte de la dénutrition pour les malades à l'hôpital et tous les moments des soins, en fait. Mais ça fait partie du cinquième principe, donc c'est le cinquième outil de cet action plan. Tout à fait, exactement ça. C'est une charte pour les patients. Effectivement, moi je suis assez d'accord que l'information du patient, elle est primordiale. Il faut sensibiliser les soignants, tous les acteurs de la restauration, de l'alimentation, de la nutrition impliqués dans le soin nutritionnel. Mais je crois que passer par le patient qui sache réclamer ce soin est important parce que c'est parfois une bonne façon aussi de sensibiliser les équipes. Il faut que ça se passe dans les deux sens. Vous disiez tout à l'heure, c'est un droit qui n'est pas opposable aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une structure qui n'aurait pas pu ou pas su déployer un plan d'action interne pour mettre en place une prise en charge efficiente de la dénutrition, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ou est-ce qu'il faut, enfin, il faut l'accompagner, ça on en est bien convaincu, mais est-ce qu'on peut le reprocher à un moment ou à un autre? Je pense qu'on pourrait, d'une certaine manière, au moment où on considère que la nutrition artificielle, c'est un traitement, de ne pas avoir traité quelqu'un correctement. Mais en dehors de ça, si l'institution a mis tous les moyens, on ne peut rien rapprocher. Après, pour l'instant, on n'a pas de loi, on n'a pas de législation dans ces contextes. Donc, un jour, j'espère pouvoir dire pourquoi un patient puisse dire je n'ai pas été diagnostiqué de la dénutrition et en conséquence, voilà, je vais pouvoir faire quelque chose. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Très bien. Vous soulignez aussi dans votre présentation le côté éthique qui est primordial. C'est-à-dire que ce soin nutritionnel, si je comprends bien, il doit être réfléchi à l'échelle individuelle. Alors bien évidemment proposé à l'échelle globale, à l'échelle de la population, mais individualisé à l'échelle du patient pour ne pas imposer un soin nutritionnel inadapté et proposer un soin nutritionnel adapté. Est-ce que vous pouvez juste développer un tout petit peu plus? Je pense que ça intéressera beaucoup nos auditeurs. Bien sûr, il faut comprendre qu'il y a un lien direct, même si parfois ce n'est pas trop évident, entre le droit humain et l'éthique. Et cela passe par la notion de dignité humaine. Donc la dignité humaine, ce n'est pas une valeur abstraite, c'est notre valeur individuelle comme être humain. Donc une voiture, un ordinateur a un prix. Nous, les êtres humains, on n'a pas de prix. On a une valeur qui s'appelle la dignité humaine qui doit être respectée. Et donc le fondement des droits de l'homme, c'est la dignité humaine. Donc quand on va nourrir une personne malade, on doit tenir compte des principes de l'éthique, les basiques, donc le principe bienfaisance, non-malfaisance, autonomie et justice, et doivent être respectés afin de promouvoir la dignité ou le respect de la dignité de la personne. Donc les deux notions se rejoignent à ce moment-là, à travers la notion de dignité. Et c'est là fondamental dans la nutrition clinique parce que parfois on oublie que la thérapie nutritionnelle ou les soins nutritionnels sont un traitement, mais sont aussi un soin. Parce que même si on s'alimente d'une manière artificielle, même si c'est un cathéter ou une sonde, c'est des nutriments. Ils sont administrés artificiellement, mais à l'origine de ces nutriments, c'est des nutriments naturels. Et cette notion de symbolique et convivialité et culturelle, on peut difficilement la détacher de l'alimentation, même si artificielle. Donc, c'est un soin assez unique. Hein, on peut pas, il y a notre soin, il n'y a pas notre soin pareil. Hein, ni la ventilation mécanique, ni l'oxygénothérapie, ni l'antibiotique. Il n'y a pas une autre thérapeutique qui puisse avoir ces notions de double. C'est un soin et c'est un traitement. Donc, pour pouvoir faire le respect des droits de l'homme dans un contexte clinique, il faut se centrer sur la notion de dignité quand on nourrit la personne malade.
très bien. Bon, c'est vrai que cette déclaration, elle, quand on la lit de façon un petit peu rapide, on a l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes. Et en fait, quand on la lit en détail, je crois que ce n'est pas du tout le cas. Je crois qu'au contraire, ça légitimise une opinion commune aux patients qui croient dans le projet nutritionnel. Et ça étaye en fait avec un argumentaire organisé, avec une réflexion structurée, un point de vue inconscient, subconscient qu'on met en avance. Donc je pense je crois que c'est très important d'avoir ce genre de documents qui, alors s'ils ne sont pas opposables, en tout cas sont des documents de référence pour convaincre tous ce que vous appeliez les porteurs d'obligations. J'aimais bien cette dénomination qui englobe l'État, qui englobe les institutions, qui englobe les médecins, les soignants, qui englobe les patients. Donc je crois que c'est un progrès fort. J'avais encore une question sur l'objectif final qui semble commun à l'échelle mondiale. Est-ce que vous avez des objectifs peut-être intermédiaires, différents à l'échelle nationale? J'imagine que tous les pays sont différents, le niveau de santé est différent d'un pays à l'autre. Est-ce que c'est déjà réfléchi au niveau global de déployer cette action de promotion du soin nutritionnel différemment entre, je ne sais pas, l'Afrique ou l'Amérique du Nord ou l'Asie du Sud-Est? En fait, j'ai envie de dire que la France a quand même une avancée notable par rapport à d'autres pays où il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Ouais. La France, c'est vraiment, par rapport à beaucoup de pays que je connais, il y a déjà la dénutrition est prise en compte dans le PNNS et il y a cette semaine de la nutrition. Mais pour moi, il faut aller au-delà, il faut avancer. Et bon, j'espère pouvoir participer à cela. Pour l'instant, on commence à travailler, vous savez, ça vient d'être signé, mais j'espère vraiment pouvoir travailler dans ce sens-là. Mais je vous assure que par rapport à beaucoup de pays où il n'y a vraiment rien, la France pourrait être un exemple, mais il y a encore beaucoup de choses à faire en France. D'accord. Et cette prise en charge, finalement, elle est assumée. Enfin, vous avez parlé d'un groupe global qui a initié en fait cette démarche. Les relais nationaux, ils reposent sur qui en général? C'est les sociétés savantes de chaque pays qui prennent le relais? Ou est-ce que c'est des groupes que vous constituez par votre réseau? En fait, c'est des représentants des 4 sociétés principales savantes, donc ESPEN, ASPEN, et on a aussi invité les Africains pour être vraiment global. Donc, il y a 2 représentants par société et on a invité des experts. On a invité un pédiatre parce qu'il n'y avait pas de pédiatre, on a invité un historien, un expert en droits de l'homme et c'est tout. L'idée, c'est les sociétés savantes. Il faut que les changements soient au niveau de l'État, des États des pays. Donc, on travaille, par exemple, j'ai commencé une collaboration déjà depuis un an avec le Canada, et en particulier avec une initiative qui est liée à la décennie d'action contre la décennie pour l'alimentation des Nations Unies. Et dans ce contexte-là, dans cette décennie d'action qui se termine en 2025, les pays ou les sociétés savantes peuvent enregistrer des compromis, des commitments. Et c'est les pays qui doivent le faire. Donc, c'est une stratégie qu'on pense après aussi le faire en France, c'est-à-dire que l'État français, à travers son ministère, puisse aller déclarer aux Nations Unies un compromis, un commitment. Et ce commitment serait développer les politiques publiques, faire une étude. Chaque pays, ça sera différent. On travaille dans ce sens-là. C'est le début, mais a priori, c'est parti. Bon, mais c'est super. Donc, nous, à l'échelle institutionnelle, on comprend un peu ce qu'on peut déployer. Est-ce qu'en retour, on peut faire des choses pour vous? De quoi vous avez besoin du terrain? Je veux dire, nous, on est un peu le terrain, il faut qu'on mette en place ce plan d'action, cette charte du soin nutritionnel. Est-ce que dans l'autre sens, vous avez besoin de retour, vous avez besoin de retour terrain, d'expérience? Qu'est-ce qui enrichira en fait votre action, on va dire à l'échelle nationale et puis plus loin derrière? Je vous remercie vraiment pour ça parce que c'est vraiment très, très pertinent. Je pense que ça devrait être fait comme ça partout. En fait, j'aimerais déjà que cet espace-là, c'est exceptionnel et il faudra faire connaître donc, ces principes ou cette notion de droit fonctionnel partout, dans vos activités, dans vos conférences, pour en parler à tout le monde. Et petit à petit, c'est comme ça que ça va remplir. Que les patients soient informés qu'il y a un soin à l'alimentation, à la santé et potentiellement un droit aux soins nutritionnels qui existe.
Et puis m'envoyer tous vos retours, vos idées, des choses que peut-être on n'a pas pensé forcément, parce que voilà, on a une vision différente. Tout ça, ça peut enrichir ces discussions. On est 15 personnes dans cette groupe international, on entend réfléchir, mais toutes les opinions, toutes les visions sont bienvenues. Et si on peut en plus enrichir de toutes les manières, en fait, évidemment, c'est qui est bienvenu. Très bien, nous on tâchera en tout cas de faire ruisseler cette information au-delà dans notre réseau régional. C'est notre mission au sein de la Société savante de nutrition francophone, bien évidemment. Je regarde dans le chat, je ne vois pas de questions particulières. Est-ce que quelqu'un parmi les organisateurs souhaite poser une question à Mme Cardenas ou intervenir? Non. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie, Diana, de votre intervention. C'était très intéressant. Et je vous remercie tous de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire qui sera disponible en replay secondairement. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.